Bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous au Maïf Social Club. J'invite les personnes qui ne sont pas encore assises à s'approcher. Il reste quelques places ici et là. N'hésitez pas à vous asseoir. Je suis Chloé Tournier, je m'occupe de la programmation du Maïf Social Club. Je serai là tout au long de la soirée, mais aussi toute l'équipe du Maïf Social Club pour répondre aux questions que vous pourriez avoir sur le lieu et sur la nouvelle programmation codée qu'on a lancée la semaine dernière. Cette soirée est la première des soirées 3 en 1 de la thématique codée, donc une soirée 3 en 1 pour ceux qui ne connaissent pas encore. C'est une soirée qui commence par un débat d'idées d'1 heure à peu près, qui enchaîne sur un temps de performance artistique qui se passera à l'étage et qui termine enfin par un cocktail sur lequel on peut prendre le temps tous ensemble d'échanger sur tout ce qu'on a pu vivre. Donc voilà, à l'issue de ce temps de débat d'idées, je vous demanderai de bien vouloir monter les personnes situées à ma gauche par l'escalier gauche, les personnes situées à ma droite par l'escalier droit. Excusez ce côté militaire, la mise en scène du spectacle à l'étage le requiert. Voilà, je vais laisser donc Camille Diao, qui est journaliste à Radio Nova, présenter à la fois les enjeux de la soirée et surtout nos intervenants. Merci à toutes et à tous d'être là et puis à tout à l'heure. Merci Chloé, ok ça marche. Alors bonjour à tout le monde, à ceux qui sont ici et aussi à ceux qui nous regardent en direct sur Facebook. Donc la soirée est placée sous le signe d'une question. Les robots seront-ils un jour des êtres humains comme les autres ? Alors si on retourne un petit peu en arrière, il y a quelques décennies, quand on pensait robots, on pensait avant tout un robot industriel qui sert des boulons dans une usine et qui remplace un homme à son poste de travail, assez éloigné de l'humain donc. Mais aujourd'hui, quand on pense robot, on peut aussi envisager ce genre de situation. Hello, I'm here. Oh. Hi. Hi. How you doing? I'm well. How's everything with you? Pretty good, actually. It's really nice to meet you. Yeah, it's nice to meet you too. Oh, what do I call you? Do you have a name? Yes. Samantha. Really? Where'd you get that name from? I gave it to myself, actually. How come? 'Cause I like the sound of it. Samantha. Alors vous connaissez peut-être ce film, c'est Her de Spike Jonze qui est sorti en 2014 et où le cinéaste imagine un homme qui tombe amoureux de Samantha, son assistante personnelle, qui est une voix, en quelque sorte un robot sans corps. Et ce film imagine comment est-ce que des humains peuvent s'attacher à des robots et comment est-ce que des robots peuvent potentiellement feindre au moins de leur porter de l'affection en échange. Alors il y a quand même des limites puisqu'à la fin Samantha lui avoue qu'elle est amoureuse de 637 autres hommes. Donc voilà, il y a des limites à l'empathie robotique. Mais ce film il se déroule dans un futur très proche, en 2025. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'ici 7 ans que les robots se comportent comme nous, qu'ils feignent des émotions ou même pourquoi pas qu'ils ressentent des émotions? Est-ce que c'est pas dangereux de simuler ainsi l'humanité? On a 3 super intervenants ce soir qui sont là pour répondre à toutes ces questions. Alors on va commencer par vous, Véronique Auberger. Vous êtes chercheuse, vous êtes la femme qui fait parler les robots. Alors c'est pas mon expression, c'est un journaliste qui vous consacre un portrait qui l'a inventé. Donc chercheuse au CNRS et au LIG, c'est le laboratoire d'information de Grenoble. Vous êtes l'une des spécialistes de la robotique sociale, c'est-à-dire des liens que nous, les humains, avec les robots. Vous venez à la fois de la linguistique et de l'informatique. Alors du coup, votre credo, c'est le langage. Vous avez notamment travaillé autour de la synthèse vocale. Vous savez, cette voix électronique qui permet de faire parler les machines. Donc on a eu un très bon exemple avec Samantha. Et puis désormais, à Grenoble, vous menez des recherches sur la manière dont les robots peuvent aider à réparer le lien social, et notamment dans le cas de personnes âgées isolées. Ramener l'humain vers l'humain, disons. Ramener l'humain vers l'humain. Jusqu'à ce qu'on puisse se débarrasser du robot. Alors on y reviendra un petit peu plus tard. À côté de vous, Jérôme Monceau. Jérôme Monceau, vous êtes l'heureux papa d'un drôle d'animal que vous avez peut-être vu en arrivant
à l'entrée, le robot Spoon, avec son cou articulé et son visage sur écran plat. Donc vous êtes un passionné de robotique, vous avez travaillé pendant un certain nombre d'années pour des grandes entreprises de robotique, notamment chez Aldebaran, qui est devenu SoftBank. Pour ceux qui connaissent les robots humanoïdes Nao et Pepper, vous n'y êtes pas complètement étranger. Et puis en 2015, vous êtes parti pour fonder Spoon, donc une entreprise, une start-up qui associe à la fois des ingénieurs, des développeurs, mais aussi des penseurs, pour essayer d'inventer cette créature artificielle et non pas humanoïde mais zoomorphe qui s'appelle Spoon aussi. N'importe qui peut apprivoiser Spoon. Vous pourrez d'ailleurs essayer à la fin de cette soirée. C'est un compagnon qui essaye d'inventer une nouvelle manière d'interagir avec les robots plus instinctive, plus simple. On aura l'occasion de revenir, vous nous expliquerez un peu mieux comment ça marche. Et puis pour terminer, Serge Tisseron, bonjour. Vous êtes psychiatre, vous travaillez depuis plusieurs dizaines d'années maintenant sur notre rapport à la technologie, à la machine, en particulier par rapport aux écrans, mais aussi la question de l'empathie artificielle. Vous avez écrit un livre qui est paru il y a 3 ans maintenant, Le jour où mon robot m'aimera, dans lequel vous analysez les rapports émotionnels qu'on entretient avec les objets intelligents dont font partie les robots. Alors pour commencer, déjà, donc pour répondre à cette question, les robots sont-ils des humains comme les autres? Seront-ils un jour des humains comme les autres? En fait, dans cette question, il y a une autre question. Pourquoi est-ce qu'on voit, nous, de l'humain dans le robot? Pourquoi est-ce qu'on cherche à construire les robots à notre image? Serge Tisseron, vous qui êtes psychiatre, vous avez peut-être des éléments de réponse à nous apporter. Vous avez déjà posé beaucoup de questions. Alors, vous savez qu'il y a des informaticiens qui ne posent pas la question « les robots sont-ils des humains comme les autres ?» mais plutôt « les humains ne seraient-ils pas des robots comme les autres ?» Donc déjà, on voit que selon la manière dont on pose la question, on voit les choses très différemment. Alors pourquoi l'être humain est-il d'abord autant fasciné par les robots? C'est sûr, vous voyez, on vient ici, puis alors des films qui présentent des robots androïdes, donc des robots qui n'ont pas seulement une fonctionnalité humaine, mais une apparence humaine, il y en a de plus en plus. Jeux vidéo, il y a le jeu vidéo Détroit de David Cage qui va sortir dans quelques jours, qui met en scène aussi des robots d'apparence humaine. Voilà. Alors d'où vient, et puis tous les chercheurs qui cherchent à en fabriquer. Alors d'où vient cette fascination? L'être humain a toujours exporté ses capacités physiques d'abord, mentales ensuite dans une machine. Et c'est un vieux rêve de l'humanité de fabriquer une machine qui est entièrement, qui soit aussi compétente, aussi intelligente, aussi interactive que l'être humain. C'est déjà un rêve de l'Antiquité. Donc aujourd'hui, c'est normal que dans la période de frénésie, de découverte très importante, ce rêve refasse surface et en effet, il fascine énormément de gens, mais en même temps, comme toute fascination, il y a un fond de terreur, parce qu'on se dit, c'est ce qu'on appelle les dystopies, voilà, on va les fabriquer, on va fabriquer des gens aussi intelligents que nous, mais le problème, c'est qu'ils vont peut-être s'avérer plus intelligents que nous, voilà. Alors, parce que n'oubliez pas, ça je le dis tout de suite, c'est vachement important, c'est qu'il ne faut pas penser le robot comme une machine qui serait l'équivalent d'un humain, mais comme une machine qui aurait, en plus de l'humain, la capacité d'être interconnecté à toutes les machines du même modèle et relié à un serveur central contrôlé par leur fabricant ou l'industriel ou l'informaticien qui est à leur origine. Donc c'est ça la grande difficulté, c'est quand on pense robot, on pense une anatomie fermée, la capacité de faire évoluer son robot parce que c'est son robot. Non, arrivons à penser les communautés de robots, les collectivités de robots reliées à un serveur central sur lequel le fabricant du robot a la haute main. Et ça, c'est à mon avis la difficulté principale à laquelle on se heurte et la différence principale avec les humains. Mais pour en revenir à la forme humaine qu'ont certains robots, qu'est-ce que ça change dans notre manière d'interagir avec la machine, d'avoir face à nous un robot humanoïde plutôt qu'un robot carré qu'est-ce que ça change? Alors, il faut bien distinguer robot humanoïde et robot androïde. Alors d'abord, le robot humanoïde, c'est un robot qui a une ressemblance, qui a une similitude de fonctionnalité. C'est-à-dire, par exemple, pour ceux qui connaissent, oui, souvent quand il y a des articles sur les robots, on voit la photo d'un AO. Un AO, c'est un petit robot, 80 cm de haut, mais il a quand même un tronc, il a 2 équivalents de bras, 2 équivalents de jambes, et un équivalent de tête, même si l'informatique n'est pas dans sa tête, qu'elle est dans son tronc. Mais ça, c'est... Elle est dans la tête ?
Pas Parlez pour bien dans le longtemps, parce que micro, bientôt, ils vont en avoir beaucoup à mettre. Et ça, c'est donc un robot humanoïde, c'est-à-dire qu'il y a une similitude de fonctionnalité. Alors pourquoi? Parce que si on veut installer un tel robot dans une maison pour accomplir un certain nombre de tâches, il faut qu'il puisse s'occuper, il faut qu'il puisse utiliser les outils ménagers de la maison, qu'il puisse grimper à une échelle, voilà. Il faut qu'il puisse accéder à des plans de travail. Donc ça justifie comme ça. Le robot Android qu'on voit au cinéma constamment, qui a une apparence, qui a une similitude de ressemblance avec l'être humain, c'est une similitude fonctionnelle, une similitude de ressemblance. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur l'opportunité de le fabriquer. Les pays orientaux sont très portés à désirer le fabriquer. Les pays occidentaux sont plus réservés et rien ne prouve que le caractère Android ajoute un élément à la relation. Le caractère humanoïde, en revanche, peut faciliter la relation du robot avec l'environnement et de l'humain avec le robot. En revanche, rien ne prouve qu'un robot Android facilite ça simplifie pas sa relation avec l'environnement par rapport à un robot simplement humanoïde, et rien ne prouve que ça complique même pas peut-être sa relation à un humain. Voilà. Mais en ayant face à lui un robot humanoïde, l'homme naturellement va avoir tendance à lui prêter des sentiments, des émotions. Alors oui, parce qu'on sait maintenant que l'être humain ne passe pas par une phase de projection de ses pensées sur l'environnement qui se terminerait vers 4 ans et demi, 5 ans, et pour laisser la place à une relation qu'on appelait dans l'ancien temps mature, c'est-à-dire fondée sur la rationalité avec l'environnement. On sait aujourd'hui que l'être humain ne cesse jamais, tout au long de son existence, de projeter ses pensées, ses émotions, ses états d'âme sur l'environnement. Et on sait maintenant que c'est d'ailleurs ce qui a permis à l'être humain d'apprivoiser le monde. L'être humain s'est toujours approché des objets inconnus en leur parlant, au cas où ils répondraient, on ne sait jamais, en les caressant, au cas où peut-être ils seraient sensibles aux caresses comme des humains, ou en les touchant puis en faisant quelques pas en arrière de peur d'être agressé. Et donc on sait que l'être humain n'a jamais cessé de projeter ses émotions, ses pensées, ses sentiments sur les objets. Et donc évidemment, avec les robots, il fera de même, mais avec les robots, il va y avoir une différence majeure, c'est que les robots vont lui répondre. C'est-à-dire les robots vont pouvoir à leur tour s'adresser à l'humain, voire même l'interpeller. On sait aujourd'hui que ce qui est le plus bouleversant dans les robots, c'est pas le fait qu'on s'approche d'une machine, qu'on appuie sur un bouton, qu'on la mette en route et qu'on lui demande de faire quelque chose. Ça bouleverse personne. Ce qui est bouleversant, c'est de passer quelque part et d'entendre tout d'un coup une machine nous interpeller, nous appeler par notre prénom, nous reconnaître, nous demander comment on va. C'est ça qui est le plus bouleversant. Lorsque la machine prend l'initiative de la relation, et en plus on sait que cette initiative sera organisée selon deux axes, deux vertex. Un axe du genre « dis-moi ce que je peux faire pour t'aider », c'est craquant, et puis un autre axe qui sera « mais aide-moi à devenir plus grand, à évoluer, et je pourrai mieux t'aider ». C'est ce qu'on appelle une relation de filiation. On aide un enfant à grandir avec l'idée que peut-être un jour, quand on sera vieux, il s'occupera de nous. C'est exactement la relation que les roboticiens vont implémenter chez les robots, et les robots nous inviteront à nous occuper d'eux pour qu'ils puissent s'occuper de nous. Donc c'est une illusion de réciprocité. Alors c'est le cas de Spoon notamment qui apprend de ces interactions. Jérôme Monceau, vous avez pris un peu le contre-pied. Spoon n'est pas un robot humanoïde ni androïde. Vous avez décidé de le faire ressembler plutôt à un animal. On ne sait pas trop quel animal. Pourquoi ? Alors effectivement, j'ai travaillé pendant des années, vous l'avez mentionné, pour une société qui s'appelle Aldebaran Robotique. On a fait Nao et Pepper. Et on s'est déjà aperçu que le comportement des gens face à disons, un téléphone portable mais avec des bons moteurs bien placés au bon endroit qui donne une forme d'homme. Je dis téléphone portable parce que le comportement est vraiment chargé d'émotions et très très différent de ce qu'on peut imaginer avec une machine très froide. Et c'est étonnant, on a passé des années à essayer de comprendre ce qui se passait vraiment dans cette interaction. Alors, on a vu des avantages à cette forme humanoïde, cette volonté justement de partager de l'émotion, cette facilité qu'on a de comprendre où est portée l'attention de la machine, quelle est l'intention de la machine également. Mais on a vu aussi des inconvénients, c'est-à-dire que les utilisateurs ont tendance à imaginer que le robot voit le monde comme eux. Et aujourd'hui, on n'a pas du tout la technologie, et je pense que par nature, on ne l'aura jamais. Et ça amène à un problème qui est très pragmatique, c'est que ça amène à de la déception. On ne comprend pas vraiment ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il comprend. Il ne nous voit pas, nous, vraiment. Enfin, il y a toujours un espèce de doute comme ça dans la nature d'objet. Alors et en plus, il y a d'autres problèmes qui sont liés à ça. C'est le fait de donner une forme humaine à un robot
robots, ça invite quand même à la question du remplacement. Et donc ça agite tout un tas de peurs qui vont gêner au fonctionnement du robot derrière. Et pour compléter peut-être une question que vous avez posée tout à l'heure sur pourquoi on est fasciné, pourquoi on veut faire des robots humanoïdes. Je pense qu'il y a une question aussi sur, mais en fait, nous, on est qui? C'est-à-dire comment on pense. On a vu que la pensée rationnelle, logique, elle a été mise à mal par un certain nombre d'algorithmes et ça continue encore aujourd'hui. On voit que la créativité, à travers François Pachet, qui fait notamment des algorithmes qui génèrent de la musique, eh bien, commence elle aussi à être un peu touchée. Donc on a besoin de se dire, mais en fait, nous, c'est quoi nous? Qu'est-ce qui fait qu'on est homme? Et dans cette nouvelle démarche, la démarche de Spoon, on a voulu se dégager de ce point-là. Non, les robots, n'ont pas un objectif de remplacement. C'est au contraire des machines qui, pour nous, sont dédiées à promouvoir l'interaction entre les personnes. Ça a été mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire créer une aventure entre les personnes, parce que c'est bien ça le but pour nous. Mais sans se référer à quelque chose qui existe déjà, comme le corps d'un homme ou un chat ou un chien, que nous on considère comme étant parfait, mais plutôt en étant positionné un peu comme une nouvelle espèce, quelque chose qui a d'autres, c'est pas la truffe qu'il est capable de sentir, il est capable de sentir les emails, ou il est capable de sentir certaines natures d'ondes, et ça lui donne une certaine forme de complémentarité vis-à-vis de nous, qui peut amener une dimension outil dans le robot, en tout cas service et pourquoi pas symbiose. Mais alors Spoon est un peu particulier parce qu'il n'est pas pensé comme un robot personnel. Il n'est pas uniquement pour la maison et pour une seule personne. Il est pensé pour des groupes de personnes, pour des collectifs, pour aider justement dans le collectif des gens à pouvoir échanger de l'information, à pouvoir donner la parole à un lieu, par exemple demander à ce lieu qu'est-ce qui s'est passé hier, qu'est-ce qui va se passer demain. Et ces connaissances que le robot acquiert sont directement générées par le collectif qui fait partie, qui vit dans le lieu, qui vit autour du robot. En pratique, c'est par exemple dans un magasin? Alors, il y a nous, on appelle ça les lieux collectifs. Il y en a effectivement beaucoup. L'idéal pour nous, c'est quand même la ville. Moi, j'adorerais pouvoir être dans Paris et parler à ma ville, lui demander ce qu'elle pense de tel ou tel sujet. Et bien sûr, son opinion sur ce qu'elle pense, elle sera, avec notre approche, composite sur tout ce qui a été pensé et proposé au robot par les différentes personnes qui habitent la ville. Mais bien sûr, il y a des déclinaisons. Ça peut être la ville, ça peut être le quartier, ça peut être mon immeuble, ça peut être mon entreprise, ça peut être un espace commercial, bien sûr. Véronique Auberger, je vous voyais opiner fortement de la tête à ce que disait Jérôme Monceau. Je sens que vous avez quelque chose à rajouter. Oui, alors déjà pour finir ce que tu viens de dire, Jérôme, la dernière fois qu'on a essayé de récolter, alors juste quand même, pour juste faire un petit point, pour l'instant, quand on fabrique des machines intelligentes en ce moment, on ne fait pas comme on faisait il y a 20 ans, on n'essaie plus de copier le vivant en reprenant les processus parce qu'on a compris que ce n'était pas possible, on est trop précoce scientifiquement pour comprendre le mécanisme vivant cognitif, alors on prend les données que nous déposons tous, nos données à nous, intelligentes, de notre intelligence naturelle, et on les brasse statistiquement. Ça s'appelle le machine learning, ça s'appelle les big data, et tous les systèmes qu'on fait, ceux que tu fais je pense aussi, les systèmes que je fais moi dans mon laboratoire, sont essentiellement ces modèles-là, c'est-à-dire qu'on clone le vivant sans comprendre du tout comment le vivant se débrouille pour le faire. On clone de la brebis, mais on ne sait pas ce que c'est que la vie. Donc je voulais simplement rappeler que la dernière expérience qui a été faite, il n'y a pas très longtemps, sur un réseau social, on essayait de voir comment la communauté pensait. Je vous rappelle qu'on a abouti tout de suite sur des actes excessivement racistes, épouvantables, violents, etc. Donc, moi, je tique un peu, par contre, quand on me dit « est-ce que la ville pense ?» La ville, si un jour on acquiert autre chose que la conscience de soi, de moi, de toi, mais une espèce de conscience collective, si ça nous venait de manière évidente, biologiquement, comme la conscience de moi arrive de manière à la fois évidente, naturelle et culturelle, alors peut-être que nous aurons un nous collectif. Il sera très naturel et culturel. Je ne crois pas que la ville émerge des données que nous avons à la surface de nous déposer, car nous ne sommes pas que des données que nous déposons, et tant que nous copions ça, je crois que l'intelligence artificielle, elle est terriblement plus artificielle qu'intelligence actuellement. Et pour revenir sur la question que tu posais, Camille, en fait, Serge l'a dit tout à l'heure, je pense que la vraie question à se poser, c'est pourquoi aujourd'hui on est fasciné par l'envie d'avoir un autre que soi. Toute l'histoire de l'humanité, vous l'avez dit Serge, c'est s'étendre, c'est aller aller à l'autre bout de l'Atlantique en 7 heures, c'est voir alors que ma nature m'empêche de voir, etc. etc. Et d'un coup, je désire voir dans une chose, non plus un outil ou une technique, mais une technologie, donc quelque chose d'un peu plus complexe, je désire voir un autre. Alors pourquoi je dis aujourd'hui on désire ? Parce que ce n'est pas la technologie qui a fabriqué cet autre. 2000 ans avant l'Égypte ancienne, vous voyez, ça date,
On a fabriqué une machine, une grosse pierre, que quelqu'un, un ingénieur, avait trafiqué pour que ça fasse un bruit, que ce bruit simule parfaitement un son qui signifiait quelque chose de très important à l'époque, a permis à un grand dictateur de l'époque de garder son peuple sous inquiétude. Pareil, dans la Grèce antique, on a refait des statues avec des tuyaux pour inquiéter les gens. Et puis, moi, j'habite Grenoble, il y a une place qui s'appelle Vaucanson. Vaucanson, c'est des automates. C'est pas vrai, ils ne simulaient pas la digestion d'un canard. C'est pas vrai, ils ne comprenaient pas comment se déroulaient les mécanismes du flûteur. Ils se comptaient d'imiter. Alors, imiter mécaniquement, pas par des copies algorithmiques de données, mais il imitait. Mais n'empêche que tout le monde l'a cru. Tout le monde a vraiment cru que c'était vrai. Est-ce que quelqu'un, même un roi qui avait tout pouvoir de l'avoir chez lui, s'est mis à être fasciné, s'est dit, mon Dieu, je vais en faire mon compagnon interactionnel, j'ai besoin de lui, je l'aime, c'est formidable, c'est vraiment quelqu'un, je vais lui donner un nom, je vais l'emmener chez moi. Pas du tout, on n'en avait rien à faire. Donc la vraie question que nous, on se pose dans notre laboratoire, c'est pourquoi on en a ce tel désir aujourd'hui. Et on a une hypothèse, bonne ou mauvaise, celle qu'on poursuit, c'est que le fait qu'on soit à la fois en train d'avoir ce désir de se connecter très largement les uns aux autres, la technologie nous y autorise, oui, d'un autre côté, on l'a peut-être fait aussi, on a peut-être, est-ce que c'est seulement de la sérendipité, est-ce que c'est seulement le hasard, ou est-ce qu'on a fait ça parce qu'on en avait besoin? Est-ce qu'on a besoin d'une autre machine? À quoi ça sert? Donc nous, on travaille sur des gens essentiellement, enfin officiellement déclarés en souffrance d'isolement social. Ça ne veut pas dire qu'ils ne voient personne, ça veut dire que la nourriture sociale qu'ils ont en face d'eux n'est pas une nourriture suffisante pour qu'ils n'aient pas mal. Ils ne sont pas remplis de l'autre. Alors je ne sais pas si vous savez, mais un humain qui n'est pas mis dans une relation à l'autre, qui est simplement nourri, lavé, un bébé qui est simplement nourri, lavé, et réchauffé par un humain, mais à qui on ne parle pas, qu'on ne caresse pas. Donc le langage, c'est pas que ça. Hein. Ça, c'est physique, comme la voix dehors. Hein, c'est du signal. Hein, c'est des particules physiques qui se propagent, mais on croise nos regards, on se rapproche, on fait des tas de choses dans le corps qui fait qu'on se touche les uns les autres. Si on ne fait pas ça à un enfant, il meurt. C'est une expérience horrible qui a été faite au XIIIe siècle. Ça a été reproduit de manière involontaire dans des orphelinats en Roumanie, et puis à nouveau récemment au Maroc. Et puis nous, on le voit tous les jours avec des personnes âgées. Quand elles ne se sentent en souffrance d'isolement, elles meurent 10 fois plus vite. Alors que peut faire les robots qu'on fabrique, qui ne sont pas du tout humanoïdes, ne prennent aucun risque. Par contre, ils ont des vrais morceaux d'humain, des morceaux de langage, des morceaux qui ne sont même pas des mots, de la prosodie pure. C'est des morceaux qui gluent, qui mettent de la nourriture. Qu'est-ce qui se passe? On enlève de la douleur. Et à la suite de cet enlèvement de douleur, alors c'est des débuts d'expérience, hein, ça ne sortira pas d'ici, on ne va jamais pour l'instant lâcher ça dans la vraie vie, même si on travaille avec plein d'associations d'assistants à domicile, des EHPAD, ils sont là avec nous, les soutenances des étudiants sont là avec les personnes âgées, se font avec elles. Eh bien, une fois qu'elles ont été soulagées par cette glu, eh bien, elles retournent plus volontiers vers l'humain. Ça veut dire que ce robot, il est un peu comme un miroir. Je ne sais pas si vous savez, quand on vous coupe un bras, vous êtes très mal. Parce que votre cerveau sait que vous avez eu un bras, puis il essaye de trouver, hein, il essaie d'envoyer les effecteurs, et puis tous vos signaux, vos capteurs du monde vous disent qu'il n'y en a pas. Si vous mettez un miroir, et celui qui met un miroir, il n'est pas idiot, il sait bien qu'il n'a pas de bras, il regarde son bras gauche dans le miroir à droite, ben d'un coup la douleur s'en va, et qu'est-ce qu'il fait? Il peut réutiliser son bras gauche, et même faire des choses avec son bras gauche qu'il n'aurait pas fait s'il avait eu un bras droit. Ben nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec ces membres qui nous relient les uns aux autres, quand on n'en a pas assez ou qui sont déficitants, eh bien, on essaye d'enlever la douleur pour que l'humain carrément les reconstruise, se serve de celui qu'il a, les reconstruise et puis se remplisse de l'autre. Et donc la vraie question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui fait que d'un coup une machine est perçue comme un autre, et qu'est-ce qui fait que cet autre, qu'on voyait déjà à l'époque de Vaucanson ou 2000 ans avant l'Égypte ancienne, pourquoi on en a un tel désir ou besoin? Est-ce qu'on n'est pas tous dans une espèce de souffrance qui s'annonce ou un déficit, une mauvaise nourriture sociale? Parce que cette illusion du vivant, ce n'est pas une illusion du vivant de la bête qui va nous manger, ce n'est pas une illusion du vivant d'une bête qu'on va manger, alors que peut-être que ce serait très utile de fabriquer des bêtes qu'on mange plutôt que d'aller les chercher dans la nature. Non, on fabrique des êtres sociaux. Or, dans la culture des hommes, on ne naît pas compagnon, ça n'est pas un statut social, on le devient à travers les relations qu'on a. Et là, ce qui est très étrange, c'est que Spoon, est-ce qu'il est présenté comme un
robot compagnon, ou est-ce qu'il a un boulot à faire et que petit à petit, on va le trouver, on va s'attacher de manière, on va le détester, l'aimer, enfin de toutes les milliards et des milliards de façons qu'on a de s'attacher à l'homme. Je réponds rapidement. Il y a eu plusieurs points. Il y a eu un point sur l'apprentissage, donc l'expérience de Microsoft sur les robots sociaux, où effectivement le robot a fini par avoir des formulations horribles. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les données, la manière... On peut préciser l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas quand même. Oui, alors c'est Microsoft qui a lancé une intelligence artificielle qui a regardé les tweets qui lui étaient adressés pour se former une opinion, pour apprendre à parler, créer ses connaissances. Et du coup, au début, c'est bonjour, bonjour, comment ça va? Je vais bien. Donc il a vu ces liens-là. Et puis, à un moment, les utilisateurs se sont mis à diverger un petit peu, allant sur des territoires du genre le nazisme ou ce genre de choses, en disant le nazi c'est cool, enfin des choses comme ça. Et progressivement, cette intelligence a appris que le nazisme c'était cool. Elle a commencé à en parler comme ça. Et donc il y a un problème éthique derrière ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce qui s'est produit. Alors nous, on est bien conscient qu'il y a un danger derrière ce qu'on fait. Donc du coup, on pratique de la modération, on fait attention au contenu qui passe dans le robot, mais on s'est aperçu que comme sur Twitter, on est un peu caché derrière un anonymat, derrière un pseudo, les gens disent n'importe quoi, ils se retiennent pas. Alors que là, moi, je vais pas vous dire, je suis engagé dans la scène. Vous voyez bien que c'est moi, et je vais pas vous dire des bêtises. Enfin, je vais moins vous dire de bêtises. C'est plutôt ça le sujet. et devant le robot, donc là où nous on avait préparé des équipes de modération pour faire attention vraiment à ce qui était dit, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup moins de bêtises qui étaient énoncées face à un robot que sur Twitter. Et l'autre point, c'est notre intention, c'est pas de créer une conscience. En fait, le robot, pour nous, il n'a aucune forme d'intérêt. Ce qui a de l'intérêt, c'est de créer une aventure sociale. C'est ça qui prend sens. Et je crois qu'on est très compatibles. Hein. Voilà, on est très compatibles parce que le but, c'est qu'il y ait du lien, c'est que le moment qu'on va partager ensemble, il soit un peu différent, peut-être enrichi avec d'autres informations, avec d'autres personnes qui ont été là et qui d'un coup retrouvent dans le robot une forme d'écho de leur présence. C'est bien ça l'objectif, et c'est pas ce mythe de la conscience. Alors on reviendra sur tout ça en fin de discussion, mais je voudrais déjà revenir sur ce qui fait cette illusion du vivant, ce qui fait qu'un robot est presque humain. Vous parliez du langage, Véronique Auberger, de la manière dont on interagit avec la machine. Serge Tisseron, vous avez travaillé sur la question de l'empathie artificielle. Alors qu'est-ce que ça veut dire déjà, pour commencer? Et pourquoi est-ce que c'est important dans cette illusion du vivant? Oui, alors l'empathie artificielle, c'est pas un concept que j'ai inventé moi, c'est un concept qu'ont inventé les informaticiens qui fabriquent des robots. On parle de la même manière aujourd'hui, par exemple, d'humour machine, qui est également de l'humour artificiel, mais conçu de telle manière à pouvoir simuler les mécanismes mentaux les plus subtils de l'intelligence humaine en termes de fabrication d'humour. Donc empathie, même chose. Alors l'empathie humaine, c'est quoi? L'empathie humaine, elle a beaucoup de composantes. C'est la capacité d'abord d'identifier la mimique d'autrui. Je vois que tu es content, je vois que tu es triste, je vois que tu es en colère. C'est pas donné. Voilà. Normalement, un enfant dont on s'occupe bien construit cette capacité. Si on s'en occupe mal, il a de la peine à la construire. En plus, il y a des enfants qui ont des troubles mentaux comme l'autisme, et on sait aujourd'hui qu'ils ont de la difficulté à construire cette capacité. Bon, mais statistiquement, la plupart des enfants ne sont pas autistes. Ils ont des parents à peu près convenables, donc ils développent cette capacité. La deuxième composante de l'empathie, c'est la composante qu'on appelle cognitive, c'est-à-dire la capacité de comprendre que l'autre a une expérience du monde différente de moi, et donc il a une représentation du monde différente de la mienne. Ça arrive vers 4 ans et demi, et c'est ce qu'on encourage chez l'enfant, lui disant par exemple, écoute, oui, tu penses ça, mais ton petit frère, ta petite sœur, ils ne pensent pas la même chose. Ta petite sœur, c'est une fille, toi, tu es un garçon. Ou ton camarade, il ne vit pas dans la même famille, ou il n'a pas la même chambre, il a une éducation différente, il pense autrement. Alors il faut l'encourager chez l'enfant. Et puis il y a une troisième composante de l'empathie pour autrui, toujours de l'empathie pour autrui, qui est la capacité de se mettre émotionnellement à la place d'autrui, c'est-à-dire non seulement se dire, par exemple, je vois que tu es content, et pas se tromper, je comprends pourquoi tu es content, c'est cognitif, mais pouvoir se dire en plus, et à ta place, je serai content aussi. Voilà. Et donc il est bien évident que dans une machine, on va pouvoir construire, on arrive à peu près aujourd'hui à construire l'équivalent de l'empathie émotionnelle. Donc le robot peut repérer si vous êtes content, en colère, inquiet, et éventuellement
Pour ça, le robot n'a pas besoin d'avoir un visage. Une simple caméra fixée sur un tableau de bord pourra repérer dans 2020, une voiture Ford, une simple caméra posée sur le tableau de bord pourra repérer si vous asseyez au siège du conducteur avec l'air rageur, l'air angoissé, l'air fatigué, l'air épuisé ou l'air heureux. Voilà. Donc pas besoin d'un visage, une simple caméra et puis enregistrement des intonations de votre voix et puis de vos rythmes respiratoires éventuellement. Donc ça, un robot peut très bien le faire, savoir repérer votre humeur en la comparant à une base d'humeur, à une base de mimique sur un serveur central considérable qui lui permet de rapprocher de modèles votre visage et un visage qui paraît ressembler le plus, qui a une émotion, le robot comprend, entre guillemets, votre émotion. La deuxième capacité de l'empathie humaine, capacité de comprendre que le point de vue est différent selon l'expérience, le robot peut avoir accès à une base de données qui lui permet de comprendre pourquoi vous êtes content ou en colère. Le robot, par exemple, peut vous dire, je vois que tu es en colère aujourd'hui, je comprends, il y a la grève de la SNCF, il y a la grève du métro, tu dois aller très loin, tu es inquiet et tu es en colère de tout ça. Voilà. Ou le robot, ça va de soi, ça fait sourire, mais le robot pourra peut-être aussi dire, tu as l'air triste aujourd'hui, je vois que c'est l'anniversaire de la date, c'est la date anniversaire il y a 6 ans de la mort de ton frère, donc peut-être c'est quelque chose qui te préoccupe. Ça, et, éventuellement, la femme du monsieur ou le mari de la dame ou ses enfants, personne ne se rappellera que 6 ans avant, c'est la date anniversaire. Le robot saura tout. Donc ces deux capacités, le robot peut les simuler avec des mécanismes qui lui sont particuliers, qui n'ont rien à voir avec les mécanismes humains. En revanche, le jour où un robot vous dira « tu es triste parce que ta femme t'a quitté, à ta place je le serai aussi », je crois que les informaticiens ne sont pas prêts de mettre ça dans la bouche des robots, bien qu'ils pourraient le mettre, parce qu'à ce moment-là, la ficelle serait un peu grosse. Hein. Et on aurait tendance à dire, non, alors là, vous poussez le bouchon trop loin, j'ai compris que c'est de la simulation du début jusqu'à la fin. Donc pour éviter de vous faire penser que c'est de la simulation tout le temps, ils s'en tiendront à l'empathie émotionnelle, simulée, je vois que tu es content aujourd'hui, et à l'empathie cognitive, je comprends peut-être que ton humeur d'aujourd'hui est liée à tel ou tel événement. Donc vous voyez, on est loin de l'empathie humaine, on est totalement dans la simulation, mais il faut comprendre que ça atteint déjà un haut degré de sophistication et que ça va l'être de plus en plus. Et déjà, même avec des chatbots comme celui qu'on voit ici, avec Samantha dans le film Her, et avec Siri, Cortana, qui sont des prototypes, mais Google Home, les versions prochaines vont être beaucoup plus élaborées. Et 2020, je vous dis, la petite caméra, Ford a promis sur toutes ses voitures un interlocuteur simplement qui interagira avec vous en fonction de votre mimique et de votre humeur. Je suis parfaitement d'accord avec vous. On vous entend plus. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je voudrais juste être plus optimiste finalement. C'est-à-dire que je pense que aujourd'hui et demain, on est très 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 loin. Une machine est très très loin de vraiment reconnaître. J'ai travaillé beaucoup là-dessus. Je travaille vraiment à reconnaître les émotions dans la voix et dans le visage. En fait, on reconnaît des choses assez grossières, mais ce qui fait qu'on va subtilement avoir des relations intimes ou des relations qui vont, même si on ne se connaît pas, faire échouer ou réussir un gros contrat autour d'une table. Ces petits détails-là, tant que les machines font du machine learning, c'est-à-dire prennent des grosses données et ne sont capables que d'extraire ce qui est massif, elles sont bien bien loin d'arriver à le faire. Il faudra arriver à comprendre. Dieu et le diable sont dans le détail. Tant qu'on n'a pas des modèles qui nous montrent que le détail fait tout, chez l'humain, le détail fait tout dans le langage verbal, gestuel, etc. Je pense qu'on est à côté de la plaque pour l'instant avec les ingénieurs, dont je fais partie d'ailleurs aussi. On est très loin. Mais je reconnais que plein de mes collègues en rêvent. Mais ma position personnelle, c'est qu'on n'y arrivera pas. Donc on fait du machine learning, heureusement. Et c'est vrai que moi, à la notion d'empathie artificielle, je préfère l'illusion empathique. Pour bien souvenir, c'est une illusion des deux côtés. C'est-à-dire que la machine n'est pas vivante. La machine n'existe pas. D'ailleurs, la première vraie machine robotique, c'est le métier jacquard. Donc les gens étaient très tristes, paraît-il, de perdre leur travail. Mais quand la machine était déficiente, personne ne l'enterrait. Aujourd'hui, un démineur qui perd son robot démineur est très malheureux. Donc il se passe quelque chose culturellement qui fait qu'aujourd'hui, ce monsieur alors c'est vrai que la machine learning, d'un autre côté, elle a fait aussi virer 10 personnes qui étaient à côté de lui. Donc il y a peut-être un effet moins massif, mais il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Ceux qui le gardent enterrent le robot alors qu'on n'enterrait pas. Donc il reste quelque chose comme ça, dans cette illusion à la fois que l'homme a de cette machine dont il a la croyance très biomimétique
qu'elle est vivante. Et pour compléter ce que vous disiez, Serge, cette empathie, elle se passe aussi à un niveau très très bas. On a très très bas, nous, biologiquement, très naturellement, avant que la culture nous aide à faire des tas de choses que vous avez expliquées, on a la capacité de reconnaître des émotions, bien avant de reconnaître si quelque chose est vivant. On peut reconnaître des émotions dans un nuage. Il y a des aveugles qui voient si quelqu'un est triste, par exemple, parce que c'est très très bas niveau. Et après, à un petit peu moins bas niveau, mais à un niveau très 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 bas quand même, au niveau neurobiologique, on va reconnaître si c'est une entité vivante. Et vous savez que la décision de savoir si quelque chose est vivant ou pas vivant, là aussi c'est culturel. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des cultures qui pensent qu'un rocher est vivant. Et la décision de savoir qu'une espèce ou une autre sont des espèces, vous avez bien vu au cours du temps que ça varie tout le temps. Vous connaissez la converse de Valaloïde où on pensait que des êtres debout sur deux jambes, mais de couleurs différentes et n'ayant pas toujours vécu au même endroit que les scientifiques qui parlaient des humains, n'étaient pas des humains, etc., etc. Vous voyez bien que c'est des décisions qui sont culturelles. La science trouve après des explications pour justifier ses hypothèses. Est-ce que ces hypothèses sont vraies ou fausses ? C'est toute l'histoire de la science de montrer que les hypothèses bougent tout le temps. Donc, pour l'instant, j'espère que vous serez d'accord tous les deux pour dire que les machines ne sont pas vivantes, sur une hypothèse culturelle, puisque aucun biologiste ne sait dire ce que c'est que vivant, mais culturellement, on sera tous d'accord. Donc, c'est une illusion. Et nous avons nous-mêmes, quand nous avons de la peine, régulièrement, je fais ça. Je prends mon téléphone, je le casse. Quand il est en fin de vie, on a de la peine pour moi. Si je prends même le petit robot qui n'est pas du tout humanoïde qu'on fabrique en Fab Lab, mais qui a fait 2-3 petits bruits de bouche et qui a déjà déclenché de l'empathie, si je le jette par terre, on va me trouver horrible. Et on va dire pauvre robot, alors que c'est quand même mon robot, il me coûte des sous pareils. Mais voilà. Justement, est-ce que cette illusion, elle peut pas être problématique en ce qu'elle crée des émotions chez l'homme ? Est-ce que le robot aurait pas les moyens de manipuler un homme ? Nous, moi, je maintiens que dans mon laboratoire, nous manipulons l'humain, nous faisons entrer des gens, et plus ils sont en isolement, plus on a du mal à les manipuler, mais plus à la fin... la manipulation a de l'effet sur eux, nous manipulons des gens avec des petits bruits. Alors certes, il a fallu 30 ans pour les récolter, c'est des humains, mais avec des petits bruits d'humains, et on peut même vous dire qu'on les manipule dans une sensation qui va être positive pour eux, ils vont trouver ça agréable, ça va aller très vite, c'est assez fort, et on se met en dehors de la dominance, c'est-à-dire qu'à aucun moment, ils ont l'impression que cette chose qu'ils appellent quelqu'un les domine ou qu'il la domine. Donc on les manipule et on sait même comment. Sauf qu'on sait faire ça sur 3 petits trucs. Et si maintenant on met des éléments de langage plus complexes, dont on n'a pas idée de ce qu'ils font, on voit qu'il y a une manipulation, mais on ne sait pas laquelle. Donc moi, je refuse de jouer avec ça. Mais bien sûr qu'on manipule. De la même manière qu'on manipule avec plein... Moi, je suis manipulée aussi par mes lunettes. Sauf que mes lunettes, c'est une extension de moi, c'est pas un autre. Un autre peut me chatouiller, mais moi-même, je ne me chatouille pas. Donc cet autre va avoir un pouvoir, cette illusion de l'autre. Qu'est-ce qu'on veut en faire ? C'est ça la question, qu'est-ce qu'on veut en faire ? Et surtout, à quel moment on est capable de dire qu'on sait qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et on prend collectivement la décision d'y aller quand même, ou de ne pas y aller. Mais il faut que les scientifiques soient clairs et qu'ils admettent, que nous admettions, qu'il y a des choses que nous savons copier, mais nous n'avons pas idée de l'effet que ça a sur l'autre. Jérôme Monceau, en tant que constructeur de robots sociaux, comment on gère ces questions qui relèvent de l'éthique, tout simplement ? Alors, je vais parler un peu d'éthique, mais je voudrais rebondir sur le point de l'émotion. Il y a plusieurs choses qui ont été dites sur la capacité que pourraient avoir les machines à distinguer une émotion dans un visage ou dans une voix. Moi, les tests que j'ai de manière très, très pragmatique sur les outils industriels, c'est globalement, et je confirme, ça ne marche pas. C'est en particulier dans la voix, on a 50% de chances de réussir à extraire une émotion. Ça veut dire en gros une chance sur 2 de se tromper. Donc globalement, on n'arrive pas à utiliser ça correctement. Enfin, c'est pas moi, dans les outils industriels. Moi, je n'ai pas vu d'outils très performants. Je fais ça depuis 30 ans. Alors moi, j'y arrive. Parlez bien dans le micro. Dans les outils de laboratoire, je connais bien la communauté. C'est ma communauté, la communauté des gens qui travaillent sur la parole. Non, en fait, plein de gens sont super contents parce qu'ils arrivent à reconnaître un truc parmi 50 s'ils sont là. Sauf que le monde est composé de milliards de choses. Donc il suffit d'arriver à chaque fois avec son voisin qui a toussé ce matin et pouf, ça marche plus. Alors, je vais juste vous dire qu'il ne reste plus que quelques petites minutes avant de passer aux questions. Donc essayez de faire vite et puis Serge Tisseron, je vous laisserai la parole juste après. Alors, donc tout le monde d'accord. Donc on est d'accord. Effectivement, il y a des grosses difficultés à les faire fonctionner. Ensuite, dans le visage, on arrive à identifier 7 expressions, mais qui sont hyper caricaturales, du genre dégoût, la tristesse. C'est des visages que vous faites jamais, globalement. Et donc sur tous les robots que j'ai, bah oui, sur tous les.
sur tous les robots que j'étais amené à faire, cette dimension d'analyse émotionnelle, voire même d'expression émotionnelle, elle est quasiment pas utilisée. Par contre, le mot émotionnel est toujours utilisé pour décrire le robot, et ça, c'est assez magique. Et il y a un sujet en particulier, je vais prendre ce sujet-là très vite, qui est utilisé, où à chaque fois, on va avoir un retour avec un vocabulaire de type émotion, c'est dans ce qu'on a fait avec Spoon, si vous voulez. La plupart du temps, quand on parle à Siri, quand on parle à Google Alexa, on a l'impression, ou même Nao et Pepper, on a l'impression d'être ignoré, qu'on n'existe pas pour eux. Mon téléphone, il ne réagit pas à ma présence, très peu. Et nous, on s'est beaucoup attaché à ce qu'on appelle la micro-interaction. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand mon regard bouge, quand ma bouche bouge, qu'est-ce qui se passe dans votre bouche, et comment ça me donne à moi la sensation que j'existe pour vous. Et ces petites micro-interactions, on les a intégrées dans le robot. Alors il y a sûrement des phénomènes psychiques ou biologiques qui sont associés à ça, mais ça nous donne la sensation qu'on existe dans les yeux de cette machine. C'est une sensation, c'est une apparence qui amène à plein de questions, mais en tout cas qui a un rôle clair. C'est de simplifier l'interaction qu'on peut avoir avec une machine. C'est-à-dire si je prends un objet comme ce micro et que je vous le montre, vous aurez tendance à le regarder. C'est un réflexe qui s'impose à vous. Eh bien, devant le robot, quand j'ai des outils tout autour de lui, si j'en prends un et que je lui montre, le robot va le regarder et du coup, ça devient un objet d'attention partagée et du coup, ça devient un sujet de conversation qu'on va pouvoir avoir entre lui et moi. Nous, on appelle ça de l'interaction animale pour éviter le mot émotionnel que je vous avoue ne pas vraiment bien comprendre et je pense que c'est ce qui apporte le plus de puissance à nos robots aujourd'hui. Très bien. Serge Tisseron, je vous laisse le mot de la fin. C'est pas le mot de la fin, c'est une petite précision de langage. Il ne faut pas confondre attachement et empathie. C'est-à-dire, on peut tous avoir de l'attachement pour un objet qui nous a rendu de grands services ou qui comble un besoin ou un désir. Voilà. Donc, l'attachement, ça suppose pas qu'on se mette. L'attachement à un objet ne suppose pas qu'on se mette émotionnellement à sa place. Voilà. Le concept avec les robots, ce qui est travaillé par les informaticiens, c'est à travers le mot expression empathie artificielle, c'est le fait que le robot puisse simuler certaines capacités de l'empathie humaine, ce qui peut avoir pour conséquence d'augmenter l'empathie de l'humain pour le robot. Donc la tendance encore plus forte de l'humain à supposer au robot que le robot aurait des vraies émotions et des vraies pensées, en oubliant que la machine simule. D'ailleurs, au passage, donc effectivement, le livre que j'ai écrit en 2015, Le jour où mon robot m'aimera, vers l'empathie artificielle, ça justifie de donner l'explication du titre. Ça ne veut pas dire du tout que pour moi, mon robot pourra m'aimer un jour. Je suis convaincu que ça sera encore pour bien longtemps que de la simulation. C'est un titre qui évoque l'ouvrage bien connu Le meilleur des mondes. Vous savez que le jour où les habitants du meilleur des mondes pensent qu'ils sont dans le meilleur des mondes, ils sont perdus. Et bien de la même manière, le jour où vous pensez que votre robot vous aime, à mon avis, vous serez perdu. C'est-à-dire vous serez totalement victime de l'idéologie des fabricants de robots qui quand même veulent déjà et voudront de plus en plus nous vendre des robots en nous faisant croire que les robots seraient capables d'avoir des vraies émotions et pourquoi pas un vrai humour. Voilà. Et donc, dernière chose, il ne faut pas confondre non plus empathie artificielle et émotion artificielle. L'empathie artificielle, c'est la capacité du robot, dans le meilleur des cas et dans un avenir plus ou moins lointain, pour identifier vos émotions. Et les émotions artificielles, c'est la capacité de pouvoir vous répondre avec des intonations qui simulent les émotions, comme Samantha dans Her, ou éventuellement, pour un robot qui a un visage d'apparence humaine, un robot androïde, la capacité de simuler des émotions sur son visage. Donc, il ne faut pas confondre empathie artificielle et émotion artificielle. Vous voyez, attachement, empathie artificielle, émotion artificielle. Alors, très rapidement. Je voulais rebondir sur l'éthique. Vous avez posé une question tout à l'heure et on sent bien que derrière tout ça, il y a quand même un sujet éthique. Et il y a un sujet autour du concepteur en particulier, parce que je sens les flèches là, qui arrivent, donc je me défends autant que je peux. Et justement, dans le parti que nous prenons, l'idée, c'est d'abandonner une partie du rôle du concepteur. C'est-à-dire, c'est pas moi qui vais choisir ce que va faire mon robot. C'est vous qui allez choisir ce que va faire votre robot. Et donc ça nécessite d'être capable de comprendre l'utilisateur dans ce qu'il dit et dans sa manière de se comporter pour lui donner les moyens de débrider ce robot-là. Ensuite, je pense que pour qu'un robot soit éthique, c'est-à-dire que moi, tout seul, si j'enseigne des choses à mon robot, je peux lui apprendre des bêtises. On l'a vu tout à l'heure. Mais si tous, ensemble, on participe tous à la création de cette intelligence, à la modulation de cette intelligence, et pas moi ou pas 3-4 Californiens qui vont décider comment modeler nos villes ou notre quotidien. Alors dans ce cas-là, pour moi, il y a un fondement éthique et c'est le seul qui le tienne. Donc il faut le plus grand nombre possible à participer à la création de ces robots. Il faut donc les simplifier.
Alors, Est-ce que je peux juste donner non, mais pour continuer, parce que ça me paraît très important, c'est pour ça que moi je me suis déplacée de Grenoble. Moi, à Grenoble, on a un Living Lab. C'est un endroit où il y a des scientifiques, mais il y a tous les citoyens. Vous êtes tous invités, alors c'est un peu loin, mais voilà. Si vous passez à Grenoble, vous avez le droit de venir au laboratoire, voir les expériences qui se font. D'ailleurs, dans ces expériences, les expérimentateurs font partie de l'expérience. Alors, je suppose que toi, tu peux plus difficilement accueillir les gens à l'intérieur de la fabrication, parce qu'il faut bien que tu vendes. Nous, on fabrique des robots qu'on ne vend pas, c'est les vôtres, hein, c'est vos impôts. Donc, vous venez, vous serez tous co-auteurs des robots qu'on fabrique, et vous pourrez voir, et vous pourrez déposer, raconter, et faire monter vos connaissances et échanger avec nous. Je pense que, moi, je trouve ça remarquable que vous le fassiez, vous, du côté industriel. J'espère que ça va se généraliser. Je sais qu'à Lyon, ils veulent faire pareil aussi. Les petites boîtes de robotique, c'est comme ça qu'on va pas... que les dangers de ne pas comprendre ce que font ces choses vont être maîtrisés de manière très empirique avant que la science, derrière nous, on pédale pour comprendre. Ça ne sera pas grave parce qu'on l'aura fait collectivement. Oui, c'est très bien, avec à mon avis quand même une certaine, un point de vue complémentaire qui est que lorsque vous aurez bien participé à la création de ces robots, ça c'est formidable, hein, c'est seulement en participant aux robots que nous voulons que nous avons des chances d'avoir effectivement les robots que nous voulons, parce que des tas d'entreprises se préparent à nous vendre les robots qu'elles veulent, pas les robots que nous voulons. C'est très important ce qui vient d'être dit. Il ne faudra pas oublier non plus que dès que vous achèterez un robot, vous n'achèterez pas l'équivalent d'un four à micro-ondes ou d'un batteur à œufs, vous achèterez une machine qui servira de maître. C'est-à-dire vous, parce que la machine vous rendra des services émotionnels, concrets, ménagers, ce que vous voulez, mais en même temps, la machine sera reliée à un serveur central qui permettra à ceux qui vous l'ont vendu de bénéficier d'un certain nombre de vos données personnelles. Donc les robots serviront toujours de maître, mais effectivement, ça ne veut pas dire, au contraire, qu'il ne faille pas contribuer à leur fabrication, parce que plus on contribuera à leur fabrication, plus on aura des garanties sur le fait qu'ils nous servent un peu mieux et qu'ils servent un peu moins la personne qui nous le vend. Alors, je suis désolée. Faire des robots citoyens fabriqués collectivement, sans industriels, dans des Fab Labs. Alors, il nous reste à peine 5 minutes pour les questions. Je vous interromps. Donc, il y a un spectacle qui va avoir lieu au-dessus, juste après le spectacle Soft Love, mais avant qu'il commence à 20h pile, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent s'exprimer dans le public? Monsieur, alors, on va vous donner un micro. Et levez-vous également, comme que tout le monde puisse bien vous voir et vous entendre. Ça marche? Ouais, ça fonctionne. Oui, carrément. Bonsoir à tous. J'ai une question pour vous, Véronique. Je ne me rappelle plus du contexte, mais vous avez un moment parlé des ingénieurs qui rêvent de créer des émotions. Oui. Alors, la petite question que j'ai concerne l'ingénieur que vous êtes et tous les ingénieurs de la planète et de l'univers. Comment vous vous positionnez par rapport à la question des limites? La limite. Alors déjà, moi j'ai une particularité, c'est que je ne suis pas ingénieure, mais pas seulement, et que tous les gens avec qui je travaille ont la caractéristique d'être ingénieur, mais aussi en sciences humaines, c'est-à-dire qu'on est mauvais partout, mais partout. Donc ça nous donne la possibilité d'avoir le droit de dire que voilà, la notion même d'intelligence artificielle, alors on peut la dater, etc., mais un des grands moments, ça a été le désir, moi c'est quelque chose qui me... Ça a été le désir de simuler la conscience de soi, l'état de conscience déjà. Voilà. Donc comme si déjà, d'office, on avait résolu ce débat de savoir si on peut séparer les choses du corps, déjà sur le plan du vivant. Et puis tout de suite, c'est la simulation du vivant, voire même la simulation d'un individu. Et dès qu'on parle d'individu, on parle d'émotion. Alors qu'on sait bien que déjà, pour parler d'émotion, il faudrait être sûr de savoir ce que c'est qu'un individu. On n'est pas sûr que l'individu existe. On n'est pas sûr que l'individu ne soit pas un sous-produit d'un corps collectif. Vous savez, les amibes, elles se mettent entre elles et ça fait une entité. Où est l'entité? Les biologistes vont vous dire que l'abeille n'est pas une entité, que c'est la ruche. Enfin voilà, alors nous, qu'est-ce qu'on est au milieu de tout ça? On a décidé, moi, mais voilà, on a une espèce de conscience. Est-ce que c'est une réalité, une illusion? Je dirais rien, parce qu'il y a certains qui seront à côté de moi. Donc, la notion d'émotion, tout ce qu'on sait, c'est qu'on sait très bien simuler, non pas les émotions, mais ce qu'on est en train de se faire, les signaux qu'on s'envoie. Ça, c'est des choses qu'on fait avec notre corps. Mais ça marche que parce qu'à l'intérieur de vous, vous êtes incroyablement rempli de choses naturelles et culturelles. C'est-à-dire que quoi qu'on vous envoie, vous allez vous débrouiller pour y voir quelque chose. Moi, je travaillais avec un monsieur dans une grande truc de robotique qui faisait un robot
qui purifie l'air, un R2D2, mais qui faisait pas de bruit, qui purifiait l'air. Il voulait pas du tout faire un robot social. Il n'a pas réussi à l'empêcher d'être social, parce que quand il l'a mis dans les grandes sociétés, la dame en bas, la secrétaire en bas disait... alors il faisait attention, hein, il roulait doucement pour bousculer personne, hein, puis il ne savait pas aller vite de toute façon, hein, puis il fallait qu'il aille à l'endroit où il y a le plus d'air à dépolluer. Il s'éloignait des gens pour ne pas les abîmer. Hein. Et ben, la dame en bas, elle a dit « Mais c'est horrible, même lui ne me regarde pas, il m'ignore ». Alors que le monsieur en haut, qui était tout en haut des étages, bien sûr, hein, il a dit, mais Diawan est formidable, il a compris, il me respecte. Alors que ce robot, il faisait qu'envoyer des signaux, les répurifier, etc. Mais parce qu'on est incroyablement intelligent. Donc à partir du moment où on avait décidé, nous, dans cette illusion du vivant, et cette illusion de socialisation de ce vivant, que c'était communiquement, on y voyait tous les signaux qu'on avait envie d'y voir. Et moi, ma grande inquiétude, c'est que le petit robot qu'on fabrique, quand il va être là, à s'occuper de plein de choses dans la maison, et qui va dire à la jeune femme de 35 ans en pleine forme, voilà, ou à Camille encore plus jeune, qui va très très bien, et qui va aller à son entretien d'embauche le matin, et que le robot va lui dire « Mets plutôt ta petite jupe noire ». Alors que ça sera parce que c'est ce qui va mieux avec l'entreprise, etc. Et qu'elle, depuis 3 jours, elle se dit « Mince, j'aurais dû faire un régime ». Et il y aura une toute petite flexion qui va durer 150 millisecondes et un tout petit détail de la voix qui, placé à cet endroit-là, dans la cognition de cette femme-là, à ce moment-là, va faire qu'elle va se sentir totalement inquiète de son aspect physique et qu'elle va rater son entretien d'embauche. Donc les émotions, c'est nous. Et nous, on ne sait même pas ce qu'on est. Pour l'instant, il n'y a rien dans les machines. Rien. On ne comprend pas. Il faut qu'on comprenne qu'on ne comprend pas. Aucun biologiste, aucun psychologue, aucun sociologue n'est capable de vous dire ce que c'est qu'une émotion. Il n'y a pas 10 000 théories. Il y a très peu de théories et aucune n'est capable de comprendre ce que c'est. Donc, pour l'instant, on prend des données à nous, on les brasse et on fait semblant. Et on fait mal semblant. Alors, si je me permets une petite remarque, le problème, c'est que les choses fausses qu'on peut présenter et dire peuvent avoir des conséquences réelles. Et si vous tapez sur Internet publicité, pas le Nao, mais Piper, publicité Piper, le robot Piper, vous verrez des publicités dans lesquelles le Piper est totalement présenté comme capable d'éprouver des émotions complexes, de jouer tout seul en attendant le retour de sa patronne, de s'inventer des petits jeux, de se rapprocher émotionnellement de sa patronne pour la consoler quand elle est triste. Vous verrez des choses hallucinantes. Alors, je demandais c'est pour le Japon, mais peuvent très bien arriver dans les pays occidentaux. Je demandais à un ami, mais est-ce que les Japonais y croient? Il me dit, non, quand même, ils y sont pas si bêtes, mais quand même, ils en déduisent que les robots pourraient avoir des choses importantes à leur communiquer, à leur faire savoir. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'est pas nous et les robots, on est nous, les robots, les commerciaux. C'est ça le problème. Et que quand je dis à des informaticiens, mais ça c'est inquiétant avec les robots, ils me disent oui, c'est vrai, j'ai réfléchi à un moyen pour réduire le risque. Et je dis, et les commerciaux, qu'est-ce qu'ils en parlent? Ils me disent, les commerciaux, ils ne veulent pas en entendre parler. C'est-à-dire qu'en effet, les risques sont bien identifiés par les informaticiens, mais il faut bien voir que la recherche et développement en robotique, c'est des sommes folles, que la lutte aujourd'hui pour devenir des leaders en robotique, c'est pire encore que la lutte de l'industrie automobile dans les années 1950, 40-50, et donc du coup tout est bon pour vendre des machines de manière à faire une accumulation de capital qui permet ensuite de construire des machines encore plus performantes. Pour continuer sur ce que vous avez dit, Serge, il y a 2 ans, en septembre, il y a 1 an et demi, Google, Facebook, Amazon, il n'y avait pas encore Apple, ils ont rejoint Microsoft et GAFAMI, IBM, ont signé une grande charte dans laquelle ils s'engagent, tenez-vous bien, nous on a fait une minute de silence de terreur, ils s'engagent à décider dans des comités d'éthique qu'ils vont constituer eux-mêmes, de la moitié d'eux-mêmes, de l'autre moitié, je peux vous dire qu'on nous demande d'y aller, quand on demande d'y aller, on a plein de choses qui vont nous inciter, si on y va, à avoir très envie de dire comme eux, eh bien, ils vont décider de ce qui va être bien dans les règles de bonne conduite de l'intelligence artificielle. Et après, c'est pas tout. Tenez-vous bien, ils vont nous éduquer. Voilà. C'était il y a 1 an et demi, j'ai pas compris pourquoi il n'y a pas eu un raz-de-marée. Nous, on a hurlé, on est allé au Parlement européen, parce qu'en plus, il y avait une loi qui traînait, qui voulait donner le statut de personne électronique à un robot. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où on est allé. Donc, on a passé, nous, des nuits entières à hurler tout seul dans nos laboratoires. Et sur le peu de médias où on pouvait
hurler, mais c'est quand même dans l'air du temps. Et comme vous disiez, le problème, quand vous dites que les ingénieurs le savent, non. Il y a des ingénieurs qui sont totalement convaincus qu'ils vont y arriver. Je vous rappelle qu'il y a un truc qui s'appelle le transhumanisme, il y a des gens qui croient au point de singularité, et ils sont eux-mêmes fascinés par leurs propres engins. Alors, le camarade qui est à côté de moi, ça n'est pas le cas. Heureusement. Est-ce qu'on a une autre question, monsieur? Alors, je vais vous piquer ça. Hop. Ah oui. Ah oui, bah alors juste après. Allez-y. Oui, bonjour à vous trois. À l'origine, les machines ont toujours été a priori des supplétifs de l'être humain. Travailler mieux, travailler plus, etc. On est arrivé aujourd'hui à des machines qui remplacent l'être humain. Dans les commerces, il n'y a plus de caisses, dans les postes, il n'y a plus de postières, etc. Dans les gares, il n'y a plus de vendeurs de tickets, enfin, on a des machines partout. Quel est le but que vous poursuivez? Ça s'adresse à moi. Oui, à nous trois. Alors, quel est le but? C'est une question que je me suis beaucoup posée. Donc, tout à l'heure a été mentionné l'instinct du commercial qui sera prêt à nous faire avalé pas mal de choses, et en particulier les publicités sur Pepper. Quand elles sont sorties, ça a été choquant. Ça a été choquant pour toute l'équipe qui était à Paris, qui travaillait sur ces robots. Et si vous connaissez l'histoire de la société, il y a un certain nombre de personnes qui sont parties à peu près à ce moment-là, parce que justement cette ligne droite en tout cas cette frontière avait été franchie. Moi, j'ai fait partie des gens qui sont partis parce qu'on est dans la survente et que c'était pas le projet pour lequel on s'était engagé. Donc oui, il y a des commerciaux, mais il y a aussi des gens qui pensent, il y a des gens qui choisissent derrière et qui agissent, et il faut, dans notre morale individuelle, choisir la manière dont on a envie de se battre, quoi. Et je pense que les gens, à la fin, ils vont garder, si c'est bien fait, si on parle bien, si on pense bien, ils auront tendance à garder, je l'espère, la chose qui leur sera le plus profitable. Ensuite, la problématique du remplacement, c'est sûr, il y a un sujet derrière ça, et il n'est pas nouveau, hein, il a toujours été là. Alors nous, on ne se positionne pas ce qu'on dit, c'est on ne veut pas aller dans la direction du remplacement de l'être humain. Enfin, surtout quand on fait des robots sociaux. Je l'ai dit cet après-midi, et je vais le redire là. Après avoir quitté Aldébaran, j'ai passé 6 mois à me demander pourquoi je veux faire ça. Qu'est-ce qu'il y a intéressant là-dedans? Et j'ai essayé de retrouver le truc qui était le plus important pour moi, comme point de départ, début de ma réflexion. Et je me suis dit, mais la chose qui est la plus importante pour moi, c'est de pouvoir avoir un contact avec un autre homme, pouvoir me sentir regardé, pouvoir me sentir compris, pouvoir comprendre quelqu'un. Et ce contact, ça peut être un contact direct, tactile, enfin il y a toutes les modalités qui sont en jeu. Et ça, je ne veux pas le casser. Si c'est la plus belle des choses qui existent, le robot que je fais, même s'il utilise ça, il ne doit pas chercher à se substituer. Bien au contraire, il doit chercher à promouvoir ça. C'est pour ça que j'ai choisi le collectif. Avant, on faisait du personnel. On faisait un robot qui est uniquement pour vous, que chez vous. Nous, maintenant, on se dit, la seule façon que ça soit éthique et cohérent avec cette volonté d'aller dans le sens de la promotion de l'interaction directe entre les personnes, c'est de travailler sur le collectif. Je peux dire ça, moi je trouve que je suis à l'aise dans mes baskets quand je vous le dis, j'ai mon éthique ma morale du moins qui est alignée avec ce sujet-là. Ceci dit, le robot il va quand même faire des fonctions, il va quand même avoir des fonctions. Par exemple, dans un magasin, il est capable de mémoriser vos venues, ce qu'un vendeur ne pourra pas nécessairement faire. Et dans quelle mesure le jeu, alors si je prends la dimension magasin, un lieu de vente, notre objectif, c'est d'exploiter cette capacité-là et donc de relâcher le vendeur sur une contrainte qu'il pourrait avoir de ce côté-là, en tout cas une limitation, et de lui offrir ça en outil en installant un jeu à 3 entre le vendeur, le robot et la personne. Et vous dites non? Et pourquoi dites-vous non? C'est clairement pas mon objectif. Il a déjà disparu. Aujourd'hui, on travaille avec des marques qui sont... Non, moi je crois pas ça. En tout cas, mes robots, ils vont pas faire ça. Sur un certain nombre d'entre eux, ils vont pas le faire. Mais on travaille avec des marques qui sont très sensibles sur ce point-là. On travaille aujourd'hui, on était avec LVMH toute la journée. On a rencontré Bernard Arnault et le luxe est très
sensibles sur cette dimension humaine. En aucun cas, ils veulent supprimer. Ils n'ont pas de problème d'argent. Ils n'ont pas de problème de nombre de vendeurs. Donc ils laissent les personnes à l'intérieur. Ils savent que c'est très important qu'il y ait cette relation humaine. Et jamais un robot n'offrira une relation humaine. L'argent dont disposent certains groupes, à mon avis, les problèmes d'éthique, ils ne les auront pas. Hein. Bah, disons qu'ils vont s'inventer la leur. Voilà. Et ils seront beaucoup plus puissants que nous. Hein. Alors, ça dépend. Moi, je pense que, justement, donc pour répondre à votre question, non seulement je travaille en robotique alors que je n'avais pas envie du tout. Moi, je travaille sur la synthèse vocale. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Je m'en fous complètement des machines. Même si j'en fabrique, même si j'ai travaillé chez des industriels. Pourtant, je travaille qu'avec des industriels, et justement des industriels qui n'ont pas tellement le choix que de faire des produits qui durent longtemps, sinon ils n'ont pas les reins pour tenir. Donc, pour que ça dure longtemps, il faut que ça soit éthique. Pourquoi ? Parce que quand quelque chose vous fait plaisir au premier jet, comme on le fait tous en ce moment, dans des manips très vite, oh, les gens sont contents, ils aiment bien, il est mignon, c'est super, c'est que c'est bien. Pas du tout. On ne sait pas ce que c'est que la drogue, on arrive, on prend un shoot de drogue, c'est génial. Est-ce que c'est bon pour nous ? Non, quelques années après, on se rend compte que c'est pas terrible. Donc, tant qu'on n'a pas compris le processus, on ne sait pas si quelque chose est bon ou mauvais. Priver ma grand-mère de sucre va lui faire du mal ou va lui faire du bien. D'accord ? On peut lui donner aujourd'hui scientifiquement une idée de ce que ça va lui faire, et c'est elle qui décide si elle veut mourir vite en mangeant du sucre ou vivre longtemps en s'en privant. Zut ! Donc il faut qu'on comprenne les processus. Et tant qu'on ne les a pas compris, nous, si on fabrique des robots, et si on travaille avec des industriels, on a fabriqué une chaire industrielle d'éthique pour que les industriels qui travaillent avec nous n'aient pas d'autre choix que d'attendre longtemps pour voir si oui ou non on comprend ce qui se passe et qu'effectivement la décision collective, c'est bien, que c'est bénéfique et que c'est pas toxique. Voilà comment on travaille avec les industriels. Quant à notre raison personnelle, c'est qu'on pense vraiment, alors on a des tas d'autres marqueurs anthropologiques, sociologiques, on pense qu'on est en train de souffrir terriblement d'un isolement les uns les autres. Nous, on a des dames qui habitent dans la montagne, qui ne voient des personnes qu'un quart d'heure par jour. Quand elles sont venues avec notre robot, elles l'ont trouvé très marrant, puis au bout d'un quart d'heure, elles l'ont dégagé. Elles nous ont dit « Rendez-moi ma télécommande. J'en ai rien à foutre de votre robot. » Et puis, on a des dames qui étaient très riches, qui avaient énormément de gens. Et elles sont restées pendant 4 heures à simplement monter, descendre les volets, simplement pour pouvoir interagir avec ces petits stimuli de parole qui leur faisaient du bien, qui leur enlevaient de la douleur. Et ça leur a fait du bien. Et en fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'au-delà de leur faire du bien, ça fasse prendre conscience de la souffrance qu'on a du manque de l'autre. C'est-à-dire qu'on voudrait se servir du robot comme on se servirait d'un microscope pour montrer que la douleur qu'on a, elle est facile à résoudre. Elle n'est pas facile à résoudre. En tout cas, la solution, c'est d'en se renourrir de l'autre humain. Le robot n'étant qu'une pure bulle de savon, une illusion, un miroir de soi qui nous montre à quel point on a mal. Et ça ne touche pas que les âgés. Hein. On travaille avec des gamins de 15 à 25 ans qui ont un syndrome qui s'appelle hikikomori, où ils souffrent d'isolement. Alors, on va prendre une toute dernière question de madame au fond. Je vais vous emprunter le micro. Ce sera soit la question, soit la réponse de Serge Tistron, parce qu'on va vraiment devoir conclure. Alors, allez-y, madame, et je vais vous demander de répondre vraiment très rapidement parce qu'on va devoir monter à l'étage. Je voulais vous remercier pour toutes ces informations, mais je commence à m'inquiéter un peu dans le sens où vous avez signalé que les chercheurs ne savent pas très bien encore ce qui concerne les émotions. Sachez qu'un être humain, quand il est émotif, il libère des molécules. Ces molécules agissent au niveau de certaines cellules qui nous procurent un bien-être. Voilà. D'autre part, toutes ces données que vous allez récolter, vous avez parlé à un moment donné d'une centrale. Où iront ces données? Comment allez-vous les exploiter? Et deuxième chose que je voudrais, le point sur lequel je veux insister, c'est j'ai l'impression que l'on est en train de déshumaniser la planète. Et dernière question, si le robot tombe en panne, que devient la personne avec qui il a passé 15 ans, 20 ans de sa vie à communiquer? Il tombe, il se suicide ou qu'est-ce qu'il devient? Et j'ai peur pour la Terre qui va être polluée par l'ensemble des robots puisque nous sommes un certain nombre de personnes sur Terre. Et je vous remercie. Oui, par rapport à la question précédente, oui, la fin du monde, c'est pour moi. Oui, les robots, c'est
les robots sont des machines, vont être des machines qui vont atteindre un degré de complexité infini par rapport aux objets précédents. Mais il faut comprendre que la complexification des objets a commencé depuis très longtemps. C'est-à-dire que les premiers outils étaient des outils qui ne servaient qu'à une seule chose, à frapper. Et puis ensuite, il y a eu des outils plus compliqués. Et regardez par exemple, aujourd'hui, avec un tournevis, vous pouvez faire un certain nombre de choses, mais avec un poste de télévision encore plus, vous pouvez capter énormément de chaînes, vous abrutir, vous informer. Et avec l'automobile, vous pouvez choisir d'aller voir votre vieille grand-mère ou choisir de faire des excès de vitesse ou rouler à contresens sur l'autoroute ou faire des paris stupides. Et avec les robots, la latitude d'utilisation sera encore plus grande. Donc en fait, ce à quoi il faut réfléchir, ce n'est pas aux robots, c'est à tous les usages possibles que nous allons avoir envie d'expérimenter avec les robots. Il y a des gens qui élèveront leurs robots comme ils élèvent leurs enfants, c'est-à-dire dans le respect des règles morales pour eux-mêmes et pour l'autre. Et puis il y a des gens qui feront avec leurs robots des tas de choses pendables, voilà, ou qui feront faire à leurs robots des tas de choses pendables. Donc il faut comprendre qu'on est simplement confronté à un degré de plus dans la complexification, mais que c'est un mouvement continu. C'est-à-dire que les robots d'aujourd'hui, on peut en effet pas encore leur demander grand-chose. Tous les gens effectivement qui achètent des robots en croyant les commerciaux sont très déçus, ça c'est vrai. Mais bon, ceci dit, un certain nombre de gens qui ont affaire à des humains peuvent être déçus aussi. Je veux dire, c'est pas une caractéristique du robot, c'est pas ce qui distingue le robot de l'humain, qu'on soit déçu par le robot et qu'on soit pas déçu par l'humain. Mais de toute façon, c'est vrai que les robots sont vendus avec des performances, avec l'illusion de performance qu'ils n'ont pas, mais que leurs performances s'augmentent. Et donc, par rapport à l'identification des émotions, il ne faut quand même pas oublier que l'armée américaine aujourd'hui utilise un avatar sur un écran qui arrive à faire de meilleurs diagnostics, enfin d'aussi bons et même parfois de meilleurs diagnostics que des équipes de psychiatres américains. Pourquoi ? Parce que c'est une machine qui enregistre toutes les mimiques de la personne, y compris toutes celles qu'un humain ne pourrait pas voir. Et en plus, c'est une machine qui n'est pas fatiguée parce qu'elle a mal dormi, qui n'est pas triste parce qu'il y a des problèmes scolaires de son enfant. Donc c'est une machine qui est toujours totalement disponible. Et donc les soldats sont invités à parler à un avatar sur un écran. Mais en fait, si c'est l'avatar qui leur répond de façon assez conventionnelle, l'important c'est que toutes leurs données sont captées par des caméras, par des enregistreurs vocaux, et ça permet encore une fois de fournir d'aussi bons, voire même parfois de meilleurs diagnostics que ceux faits par les psychiatres de l'armée américaine. Donc on se rapproche quand même du moment, quand on voit ce que vous disiez, où les robots vont être capables d'identifier non seulement nos émotions conscientes, mais même éventuellement des choses que nous nous cachons à nous-mêmes. La machine américaine peut voir que quelqu'un est gêné, mais on pourrait dire vous êtes gêné, la personne dirait non, pas du tout. Donc la machine peut même être capable de voir des choses que les gens ne réalisent pas eux-mêmes. Certains disent aujourd'hui que les machines vont être capables bientôt de percevoir notre inconscient bien mieux que nous-mêmes, et plus encore l'inconscient collectif. C'est-à-dire tout ce que les gens font, mais ne s'avouent pas faire. Puisque aujourd'hui on part de l'idée que ce qui définirait l'être humain, c'est l'ensemble de ses comportements, et c'est pas la représentation qu'il a de ses comportements. Aujourd'hui, on rentre avec le big data, avec le traitement deep learning, on rentre dans une époque où l'idée c'est que l'homme se réduit ou se définit par l'ensemble de ses comportements, et pas du tout par la représentation qu'il a de lui-même. Voilà. Donc tout ça pour revenir à l'idée que ce sont des utilisations multiples qu'il faut envisager, et dans ces utilisations, eh bien, nous sommes tous engagés. C'est-à-dire que quel est notre moyen d'action ? Eh bien, de refuser d'acheter des machines qui contreviendraient à la représentation que nous avons de ce que doivent être des machines, tout simplement. C'est comme ça, à mon avis, que nous aurons en plus de participer aux productions, voilà, à la conception, je pense qu'en tant que citoyens, nous risquons de devoir boycotter la première génération de robots, parce qu'elle risque bien de ne pas correspondre à ce que nous pouvons espérer d'un robot, c'est-à-dire une machine qui rapproche les humains. Voilà. Alors sinon, par rapport, vous aviez d'autres inquiétudes autour de la fin du monde. Non, mais alors je vais vous laisser le micro. Mais la discussion pourra continuer après le spectacle. Vous aurez l'occasion d'échanger avec nos intervenants et de parler de la fin du monde un peu plus informellement. Mais ce sera juste après le spectacle. Donc Soft Love, Salut en haut. Je vous invite à vous diriger vers le haut. Je vous remercie beaucoup tous les trois. Et merci à ceux qui nous ont suivis virtuellement également.